maintenant appeler à me rejoindre Jean-Claude Amezen. Bah, vous pouvez l'applaudir lui aussi, hein, même s'il n'a pas encore posé. Allez, 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 allez. De l'énergie. Bonjour, monsieur Amezen. Bienvenue. Vous êtes président d'honneur du Comité national consultatif d'éthique. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche, mais votre voix est extrêmement connue par ailleurs, puisque vous officiez sur France Inter depuis plusieurs années maintenant. Nous allons donc monter sur vos épaules, c'était tentant, pour parodier le titre de votre émission. Nous allons prendre de la hauteur. Vous avez notamment lu le projet associatif dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Vous avez assisté au débat. J'aimerais peut-être d'abord que vous nous disiez ce que ça vous inspire. Un grand merci pour cette invitation et pour pouvoir participer à ce colloque. Je trouve le programme très beau. Il a 5 points, pour moi il en a 3. Rendre les droits effectifs, être acteur d'une société inclusive, et puis construire ensemble. Et cette idée qui a été évoquée tout à l'heure, qui est que ce travail, ce combat, cette œuvre va au-delà des personnes en situation de handicap, parce que construire une société inclusive, c'est construire une société inclusive pour tous. Et donc, ce que vous faites, eh bien, en fait, vous le faites pour nous tous. Et donc, je crois que cette dimension est vraiment importante, et je crois que l'essentiel a été dit dans ce compte-rendu des ateliers, dans la table ronde que nous venons d'entendre. Néanmoins, au-delà de ce rôle finalement que jouent les personnes handicapées pour l'ensemble de la société, qu'est-ce que vous aimeriez, de quelle façon, selon vous, la société civile pourrait s'agréger à cette action commune? Moi, je crois ça a été dit tout à l'heure, hein. Faire rentrer la loi du 11 février 2005 ou faire rentrer la Convention de l'ONU de 2006 dans la réalité, c'est la Convention, d'ailleurs on l'oublie souvent, mais la Convention de l'ONU a force de loi dans notre pays, et sur un certain nombre de points, il me semble qu'elle est plus en avance, elle est plus respectueuse des droits des personnes que la loi du 11 février 2005. La Convention de l'ONU se définit comme le premier grand traité des droits de l'homme du XXIe siècle, avec, dit la Convention, une dimension sociale. Et la Convention dit que la situation de handicap, c'est la rencontre, comme vous le savez, d'une situation de handicap et des obstacles que la société met à l'accès effectif aux droits. Et donc, au fond, le handicap est le reflet de la manière dont nous construisons notre façon de vivre ensemble. Et je crois que c'est un point extrêmement important. Il y a quelque chose qui me... Si on prend du recul, construire une société inclusive, c'est une longue histoire difficile. Je vous rappelle que la première société qui se voulait démocratique dans l'histoire occidentale, c'était Athènes, qui déclarait que tout le monde était libre et égal, sauf les femmes, sauf les étrangers et sauf les esclaves. Et qu'il a fallu attendre le milieu du XXe siècle, on l'oublie parce que heureusement les choses ont changé, mais il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que la moitié de la population dans notre pays ait le droit de participer à la vie collective, c'est-à-dire pour que les femmes aient le droit de vote. Donc les choses changent heureusement pour le meilleur, mais c'est compliqué et ça ne va pas de soi. Et même aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une égalité salariale, travail égal. Et la situation des femmes en situation de handicap est sans doute plus complexe sur un certain nombre de points que celle des hommes. Donc on voit bien que respecter les droits de chacun, c'est une construction de longue haleine. Et ça a été dit, je crois qu'il y a dans notre pays, par rapport à d'autres pays, une difficulté à faire entrer les lois dans la réalité, ou si je le disais autrement, une propension à croire qu'on a réglé des problèmes fondamentaux en votant une loi. Amartya Sen disait qu'un droit sans accès effectif au droit est la négation du droit. Parce que d'une certaine façon, c'est pire que de ne pas encore l'avoir. Quand vous ne l'avez pas encore, vous imaginez que le jour où il sera voté, eh bien, tout le monde l'aura. Mais si le jour où il est voté, il n'y a pas d'accès égalitaire,
c'est une négation du droit. Et ça va très au-delà de la question de la situation de handicap. C'est un peu une spécialité en France. Nous avons une très belle loi de droit opposable au logement, mais nous avons des gens qui dorment dans la rue. Nous avons depuis 19 ans une loi qui donne accès à toutes les personnes dont la situation le demande, et pas simplement en fin de vie, un accès aux soins palliatifs. Plus de la moitié de la population française n'a pas accès aux soins palliatifs. Nous avons une charte de l'environnement. Nous avons une charte de l'environnement qui a 14 ans aujourd'hui et qui dit que chacun a droit à un environnement respectueux de la santé. Et nous avons, pour les derniers chiffres que je connais, 50 000 personnes qui meurent chaque année en raison de la pollution atmosphérique. Donc vous voyez que très au-delà de la question du handicap, il y a véritablement une difficulté à faire en sorte que des droits qui ont été proclamés s'inscrivent dans la réalité. Alors je pense que ce que disait Jacques Toubon est essentiel et ce que fait le défenseur de droit est essentiel et d'autres, c'est-à-dire vérifier, évaluer, comparer. Mais il y a peut-être quelque chose dans la vision de la société qui est que des lois ne s'appliquent pas toutes seules. Elles ne s'appliquent peut-être même pas lorsqu'on vérifie et lorsqu'on fait en sorte qu'elles soient appliquées. Elles s'appliquent s'il y a une appropriation de la société qui considère que c'est simplement la traduction juridique d'une façon souhaitable de vivre ensemble. Et donc je crois qu'il y a un grand travail à faire, un travail culturel qui consiste à faire comprendre qu'un problème n'est pas réglé parce qu'on a voté une loi. Un problème est réglé lorsque chacun pense que la mise en œuvre de cette loi, d'abord, est de la responsabilité de chacun, et deux, est souhaitable. Et donc c'est comme ça qu'on construit une société égalitaire. En matière de situation de handicap, et ça a été dit, c'est amusant d'ailleurs parce que l'article 18 de la loi Elan est en contradiction avec l'article 19, si ma mémoire est bonne, de la Convention de 2006 de l'ONU. Que dit la Convention 2006 et son article 19 ? Elle dit que chacun a droit, dans des conditions d'égalité, c'est-à-dire de la même façon que les autres, de choisir son logement. Il est évident que si 10% des logements sont occupables et pas les autres, eh bien chacun n'a pas la possibilité, à égalité avec les autres, de choisir son logement. Et donc il y a quelque chose. Je ne pense pas d'ailleurs, mais c'est une réflexion ancienne, lorsque nous avions fait au Comité consultatif national d'éthique notre avis il y a 11 ans sur la situation tragique des personnes avec autisme en France, nous avions constaté ce que Jacques Toubon soulignait, le caractère très étonnant du fait qu'il y avait eu plusieurs plans autisme avec une bonne volonté, mais qu'il n'y avait jamais eu d'analyse dans notre pays du nombre de personnes avec autisme. Et donc pour avoir une idée des besoins dans notre pays, nous avons été obligés d'aller prendre les statistiques de différents pays dans le monde qui, eux, avaient fait ce travail et d'essayer de le reporter dans notre pays. Mais il y a quelque chose, je crois qu'il là encore est dans notre culture. Nous écrivions en conclusion de cet avis qu'une société qui retranche les personnes vulnérables de son sein en raison même de leur vulnérabilité est une société qui perd son humanité. Et donc je crois que cette idée qu'on donne des droits à chacun, mais que d'une certaine façon il est normal qu'on les exerce de manière séparée, est quelque chose qui fait partie de notre culture. Il y a un autre article de l'ONU qui dit que chaque enfant a droit à une scolarisation dans le système général de l'enseignement et à être accompagné. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que depuis un certain temps, les classements, ils valent ce qu'ils valent, mais ils sont répétitifs année après année. Les classements PISA de l'OCDE en ce qui concerne la qualité de nos écoles pointent deux éléments a priori sans rapport. Le premier, c'est en moyenne une moins bonne acquisition des connaissances dans différents domaines par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Et le deuxième, c'est l'absence ou le défaut de correction des inégalités à travers les générations. Et donc je crois qu'une école qui a du mal à accueillir des enfants en situation de handicap
est une école qui a du mal à inclure et à corriger les inégalités, et que donc il y a une nécessité à repenser notre système scolaire dans lequel nous mettons l'accent sur l'acquisition d'un certain nombre de capacités et de performances dans des classes homogènes, et où, contrairement à d'autres pays, nous ne pensons pas que le fait de vivre ensemble dans la diversité permet à des enfants de construire une société inclusive. Et donc je crois que la société inclusive, il est difficile de construire une société qui inclut des personnes en situation de handicap si la majorité des enfants ont vécu toute leur scolarité en l'absence d'enfants et d'enseignants en situation de handicap. Un point peut-être qui concerne toujours l'école mais qui va au-delà. Vous savez qu'on manque cruellement d'assistants de vie scolaire. On manque aussi cruellement d'aide à la vie à domicile, ce qui rend extrêmement difficile le maintien à domicile, ce qui était évoqué tout à l'heure, des personnes au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge et que des maladies ou des handicaps surviennent. Or, il y a quelque chose de particulier qui, là encore, je pense, traduit une tendance implicite à la ségrégation, qui est que les métiers d'AVS et d'aide à domicile sont peu valorisés, mal payés et précaires. Et donc, d'une certaine façon, on demande aux personnes les plus précaires de notre société d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité. Un peu comme si la société disait « Occupez-vous les uns des autres en tant que personnes vulnérables. Ça ne nous concerne pas, ça ne me concerne pas, mais des personnes vulnérables pourraient peut-être aider d'autres personnes vulnérables. » Donc c'est une autre forme, je crois, de ségrégation. Et en ce qui concerne le logement, je crois que la loi Elan est une régression. Ça a été dit, hein, je pense que nous avons tendance à faire que les lois ne rentrent pas dans la réalité. Lorsque l'on dit il est impossible ou très difficile de faire rentrer la loi dans la réalité, donc on va la changer en restreignant son champ, c'est quelque chose de gênant parce qu'à ce moment, le principe de réalité, entre guillemets, va à l'encontre du droit. Ce n'est pas simplement qu'il y a une dissociation entre le droit et la réalité, c'est qu'on dit après tout, le droit est irréel, donc on va changer le droit pour l'adapter à ce qu'on imagine être la réalité. Mais il y a un deuxième problème qui est une spécificité française et qui est l'institutionnalisation. L'institutionnalisation qui, heureusement, dans les discours et dans la réalité, très progressivement, va changer dans le bon sens. Mais l'institutionnalisation, ça consiste à penser que quand des personnes sont vulnérables, le meilleur moyen de les aider, c'est de les regrouper, de les envoyer ensemble ailleurs. Et donc, nous sommes un pays dans lequel les EHPAD, pour les personnes âgées, handicapées ou malades, regroupent des personnes âgées entre elles à distance de la société, et où des institutions pour personnes en situation de handicap lourd les isolent de la société. Un certain nombre de pays ont supprimé les institutions et ont considéré, comme la Suède, mais il y en a d'autres, il y a plus de 20 ans, que d'isoler une personne de la société avec la meilleure intention de lui apporter une aide consiste à la priver de ses droits civiques fondamentaux qui sont de pouvoir vivre avec les autres, parmi les autres. Et donc je crois d'une certaine façon que notre difficulté à appliquer les lois que nous nous donnons par ailleurs traduit quelque chose de l'état d'esprit d'une société qui veut bien dire ce qu'elle considère comme souhaitable et le proclamer, parce que le grand changement, c'est qu'on considère qu'un certain nombre de choses sont souhaitables aujourd'hui en termes d'égalité, mais qui a du mal ou une réticence à le voir mis en pratique, je dirais, dans la vie quotidienne. Et donc ces séparations, ces segmentations sont des formes d'exclusion. Et je crois, moi, ce qui m'a beaucoup frappé depuis un certain temps, c'est que les pays qui ont fait le plus de progrès dans ce domaine sont des pays qui n'ont pas changé spécifiquement leurs lois et la manière de les mettre en pratique en matière de handicap, mais en matière de respect des personnes, de l'autonomie des personnes, de l'autodétermination des personnes, dans toutes les situations où cette autonomie
peut être altéré ou peut être diminué. Et donc je crois que plus on aborde le problème d'une manière large, et plus on a de probabilité de construire une société inclusive, sachant évidemment que le type d'accompagnement que l'on doit ensuite mettre en œuvre doit être spécifiquement adapté à ce qu'il faut d'aide particulière pour permettre aux personnes d'être autonomes. Donc je crois qu'en termes de... C'est une question de conception de la liberté. Il y a une phrase de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup, qui est un peu compliquée. Paul Ricoeur dit « On entre véritablement en éthique », une phrase qui m'a souvent surpris parce que je ne suis pas sûr de savoir comment on rentre en éthique et encore moins comment on entre véritablement en éthique. Mais Paul Ricoeur a dit « On entre véritablement en éthique quand à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, disait-il. Et je crois que vis-à-vis de la notion habituelle de la liberté, qui est que la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre, et on voit, et en particulier dans la loi Elan, comment on peut opposer des visions discordantes de la liberté des uns et des autres, la vision de Ricoeur, c'est que la liberté de l'un aide à la construction de la liberté de l'autre. Et ça inscrit la notion de liberté dans un socle de solidarité. Ça ne la rend pas antagoniste de la solidarité, ça la rend complémentaire. Et je crois que c'est une notion importante. Dans notre pays, on a souvent tendance à opposer solidarité et la liberté, comme si la solidarité étouffait forcément une part de liberté, parce que je vous aide à condition que vous fassiez ce que je crois qui est bon pour vous, et que la liberté, c'est débrouillez-vous. Aménagez votre appartement, vous avez le droit, au fond, d'être libre, mais c'est une forme d'absence de solidarité. Et donc je crois qu'inscrire la notion de liberté dans la solidarité, c'est donner vie à la devise qui est au fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que c'est le souci de la liberté de l'autre. Et c'est le fait de dialoguer, d'être en interaction, parce que je ne sais pas quelle est votre idée de votre liberté, et vous ne savez pas quelle est a priori l'idée que je me fais moi-même de ma liberté. Donc ça se construit, ça évolue. Égalité, parce que la liberté de chacun vaut la liberté des autres. Et fraternité, parce qu'il y a le souci de la liberté de l'autre. Et donc je crois que ce qui risque de se perdre dans cet aspect un peu abstrait et froid d'absence d'entrée des lois dans la réalité, c'est non seulement l'égalité, mais c'est aussi la liberté et la fraternité. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui donne de l'espoir. Jacques Toubon le disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, ce qui était considéré comme normal, comme évident, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui est considéré comme devant être changé. Et donc ce changement de regard, ce changement de ce qu'on considère comme souhaitable est quelque chose d'important. Les choses vont mieux. Un des grands défauts dans notre pays, c'est que chaque fois que l'on souligne une situation tragique ou une situation inégalitaire, la réponse c'est « ça va mieux qu'il y a 10 ans » ou « ça va mieux qu'il y a 5 ans ». Mais ce n'est pas parce que ça va mieux qu'il y a 5 ans ou 10 ans, ce qui est extrêmement positif, que ça rend un droit accessible à tout le monde. Et donc cette notion d'égalité, cette notion que tant que tout le monde n'a pas, que chacun n'a pas les mêmes droits, il y a un problème fondamental, même si le pourcentage des personnes qui ont accès à ce droit est plus important qu'il y a 5 ans ou 10 ans, c'est quelque chose de majeur, parce que je crois que ça risque de freiner une avancée en se contentant de temps en temps de se dire, de se retourner et de se dire on a parcouru un bout de chemin depuis quelque temps, mais ça obère le chemin qui reste à parcourir. Et donc je crois que ce que vous aidez à construire, au-delà encore une fois de la situation de handicap, c'est une société dans laquelle la diversité est considérée comme une chance, comme une source de progrès humain, comme une source d'enrichissement humain, et pas comme une source d'appauvrissement, comme une source de rejet, de discrimination ou d'exclusion. Et donc, merci. Merci Jean-Claude Amezen pour cette mise en perspective de l'action des uns sur la liberté des autres.